Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner une vidéo spéciale Polar Thriller. Le temps s'était calmé, du coup je vais profiter pour tourner, mais ça me semble mal embarqué. Nous sommes en hiver, c'est officiel. Bon, les plaids sont déjà de sortie, et les cappuccinos pour moi et chocolat chaud sont également de sortie. Mais bon, bref, ça me perturbe souvent en fait. Si vous voulez, je suis au dernier étage d'un immeuble pour ceux qui savent pas. En fait, ma toiture est en pente. En fait, la toiture est en pente. Et j'ai des Velux, du coup, dès qu'il y a du vent, ça claque beaucoup plus fort qu'une maison normale. Enfin, normale. Que si j'étais à un étage en dessous. Donc, du coup, dès qu'il y a du bruit, moi je suis très sensible au niveau de l'ouïe. Ça s'est pas rangé avec le temps. Ça s'arrange même pas du tout. Surtout cette oreille-là. Donc, c'est un peu compliqué. Bref, on va y arriver. Les quatre enquêtrices de la Super Grandson de John Gonwoo, désolée j'ai un doute sur les prononciations de nom, aux éditions Folio, qui est également disponible aux éditions Matin Calme, en grand format si vous le souhaitez. D'ailleurs, si vous souhaitez que vous avez envie d'une vidéo spéciale Matin Calme, dites-le moi parce que je pense qu'à partir de novembre, je vais en lire au moins un sur. Peut-être deux parce qu'il y en a un dont la série va sortir en Corée, donc ça peut être intéressant de le lire avant de regarder pour ceux qui le regarderaient. Moi je suis pas écran, il n'y a rien à faire. Moi suivre une série, je vais suivre 2-3 épisodes. Si c'est vraiment très bien, je peux aller jusqu'au bout et même comme ça c'est pas dit que je le fasse. C'est vous dire que moi et suivre une série à l'écran c'est compliqué. Donc ici, dans ce roman-là, on suit 4 femmes d'âge différents qui se retrouvent pour coudre des boutons sur des oursons en peluche. Je rigole parce que juste avant j'avais essayé de tourner et je sais pas, j'ai bugué. J'ai fait un mélange des mots qui était assez drôle de se dit en passant. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, elles partagent leur quotidien. C'est le moment où elles peuvent se défouler puisqu'elles sont toutes mariées et on comprend très vite dès le début que leur mariage ne s'est pas hyper bien passé, qu'elles sont restées mariées, qu'elles ont eu des enfants, que leur journée est tous les jours en fait elles ont vraiment un programme bien particulier. À telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça, à telle heure je dois aller chercher ma gamine ou mon gamin, à telle heure je dois aller faire à manger. Enfin vous voyez vraiment la femme au foyer comme on l'imagine, enfin le cliché absolu. Elles ont juste la matinée, si je me souviens bien je crois que c'est la matinée qu'elles ont de libre et du coup elles se retrouvent entre elles pour se défouler sur ces messieurs et le comportement totalement c'est la société patriarcale dans toute sa splendeur. Ces messieurs ne se rendent pas compte à quel point ils sont pas hyper sympathiques envers leurs femmes. Sauf que au début de ce roman, en fait, un exhibitionniste sévit dans le quartier. Et l'une d'entre elles étant fan de polar thriller, surtout tout ce qui est Sherlock Holmes, elle adore ça. Et elle dit on va enquêter, on va l'arrêter, je vais vous dire comment on va faire. Donc elle a tous les clichés forcément de ces inspecteurs de l'époque, de ces détectives de l'époque, avec l'imperméable, le chapeau, enfin tout ce que vous voulez. Donc au début on rigole, en fait honnêtement en lisant on rigole un peu, on se dit oui, enfin les filles, d'accord, vous voulez un peu votre autonomie et votre être indépendante, mais là enfin, vous attaquez quand même à quelque chose, voilà. Sauf qu'en fait, la police n'arrivant pas à arrêter cet exhibitionniste, ils vont mettre en place une prime pour celui ou celle qui arriverait à l'arrêter. Et parmi ce groupe-là, il y a une fille qui est victime de violences conjugales et pour l'aider à payer l'avocat, elles se disent on va le faire. Donc là, d'un coup, on se dit ok. Donc elles ont un but quand même, qui est en plus tout à fait honorable. Le truc, c'est que de cette affaire-là, elles vont se retrouver dans une autre affaire beaucoup moins sympathique, puisqu'il y a un tueur en série qui sévit. Et c'est elles qui vont découvrir le corps par hasard, en fait, le premier corps par hasard. Et on va suivre toute cette histoire. Moi, honnêtement, je n'ai rien vu venir. Enfin, j'ai vu venir une partie, mais j'ai pas vu venir pour un cozy mystery, parce que c'est un cozy mystery normalement. Il y a quand même. La description des corps est quand même assez poussée. Donc si vous avez un peu l'âme sensible sur certaines choses, n'y allez pas. Parce que qui dit tueur en série dit que les meurtres vont graduellement aussi. Donc n'y allez vraiment pas. Parce que franchement, Enfin, moi ça va, je commence à m'habituer, mais avant j'aurais pas su lire ça. Ça, je sais. Il y en a que 2 de scènes vraiment plus violentes, mais sinon sur le reste ça va. Là où j'ai été un peu déconcertée, c'est qu'au regard du résumé, je pensais que l'affaire de l'exhibitionniste prendrait, allez, 50 pages, pas plus. Sauf que non, ça prend la moitié de l'histoire. Et c'est à la moitié de l'histoire où on bascule sur ce meurtrier en série.
qui est vraiment, mais alors vraiment bien écrit. Alors, honnêtement, j'ai pas vu venir ce meurtrier-là. En fait, il y a une scène où je me suis dit pourquoi l'auteur insiste autant sur cette scène-là qui est banale. Donc en fait, je pense que j'avais senti le truc, mais la lectrice a fait que je suis passée à autre chose et j'ai pas zappé la scène pour autant, mais j'ai dit oui, bon, c'est une scène banale, c'est juste pour mettre un peu un temps de pause quelquefois. Voilà. Pas du tout, ça avait son importance. Et sur le vrai coupable, je dirais, j'ai rien vu. Enfin, honnêtement, j'aurais pu le voir venir, mais en même temps, j'ai rien vu venir. C'est vraiment hyper intelligent de la part de l'auteur, puisque oui, c'est un homme qui écrit ça, quand on voit tout le côté un peu féministe qu'il y a dans ce roman, enfin qui dénonce en tout cas l'image que les hommes peuvent avoir de la femme, surtout l'image du couple. Il dénonce vraiment ça, et en Corée, je trouve que c'est récurrent dans les romans coréens. Le peu de fois où on parle de la relation de couple, elle donne pas envie, hein, très honnêtement. Madame doit rester à la maison faire à manger pendant que monsieur travaille, quand il rentre il est trop fatigué, et pas trop de communication dans le couple, voilà, ça se résume à ça. Donc, honnêtement, c'est plutôt surprenant. Maintenant, j'avoue qu'il y a des... Je sais pas, il m'a manqué un truc. Je pense que si le meurtrier en série était apparu plus tôt, j'aurais peut-être pas eu autant de frustration. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être apparu très lointain, très loin, mais en même temps, c'était hyper intéressant après. La deuxième partie est juste hyper géniale, j'ai adoré, j'ai kiffé. Et même l'exhibitionniste, en fait, a son importance. On se rend compte très vite que l'exhibitionniste n'est pas là pour elle. Je vous laisserai découvrir, j'ai l'impression d'avoir déjà trop dit, et encore que c'est qu'une petite partie. Il y a une belle réflexion quand même sur la société coréenne, le fonctionnement des quartiers en Corée, parce que ça je ne connaissais pas, donc j'ai découvert ça aussi. Bref, ça reste une chouette lecture, je l'aurais peut-être pas mis en cosy mystery parce qu'il y a quand même 2-3 scènes assez violentes, mais sinon vous pouvez y aller quand même. Rendez-vous avec le mal, les détectives du Yorkshire, le tome 2 de Julia Chapman, on retrouve nos héros préférés. Dès le début, enfin, bon, on suit vraiment l'histoire en fait. Donc Samson est toujours là et doit prendre en charge des affaires pour pouvoir vivre surtout et avoir de l'argent. Mais c'est quelqu'un de généreux et en fait il y a une dame qui va aller le voir en disant je suis sûre qu'on me vole mes affaires ou quelque chose du genre. Il va pas la prendre au sérieux pensant que comme elle vit dans une maison de retraite et qu'elle a un âge où voilà, il se dit c'est pas grave. C'est de la confusion en fait, mais il l'écoute quand même, mais il va pas prendre ça au sérieux. Sauf que Delilah va dire moi je vais le prendre au sérieux. Delilah est têtue comme une mule et n'écoute pas Samson qui lui est policier, il a la formation quand même. Et c'est ce que je trouve bien dans ce livre, c'est que justement ça remet en question justement le point de vue du policier qui est tellement blasé par tout ce qu'il a vu que parfois des choses anodines en fait sont hyper importantes. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce roman. Et il y a aussi une histoire d'un bélier qui est volé, qui donne lieu à une discussion mais mythique pour moi entre Samson et l'un des frères de Delilah. Honnêtement, à mourir de rire, j'ai explosé de rire sur cette discussion. Je me suis dit mais c'est pas possible de mettre un truc pareil dans un roman. Enfin c'est même pas l'idée du roman, c'est même par rapport à la relation entre ces deux personnages qui est pas bonne. Et là il y a une conversation entre les deux, mais vous nous parlez d'un truc. Et en même temps, on apprend des choses sur le métier, en fait, le métier d'agriculteur et de ce que ça implique d'avoir des béliers, et des brebis, etc. Donc on apprend des choses, mais avec un humour mais désopilant. Et à côté de ça, on a vraiment cette enquête qui se passe dans la maison de retraite où le père de Samson se trouve. Et normalement, les personnes âgées ne sont pas censées s'en mêler, mais c'est leurs potes qui sont quand même concernés, donc ils vont s'en mêler quand même. Et pareil, ça donne de... En fait, ce que j'aime bien dans les Cozy Mystery, c'est que dans le fond, c'est des choses graves qui se passent, honnêtement. Mais tout est fait, tout est écrit et détaillé avec quelque chose, une forme de légèreté, une forme de... Je sais pas, quelque chose qui fait que ça heurte pas la sensibilité et que du coup vous lisez et en même temps ça donne de vrais... Il y a un tout petit chouïa de critique quand même derrière, quand même sur la façon dont les personnes âgées sont traitées dans les maisons de retraite. Le personnel qui est embauché, est-ce qu'il est toujours réellement irréprochable, et aussi le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Mais là dans le sens inverse d'habitude. Je dirais juste ça, c'est inverse de d'habitude et ça c'est bien. C'est même dans les deux sens, à la rigueur. Ouais, dans les deux sens.
Bref, j'ai bien aimé. Alors je sais que ce tome a été adapté à la télévision française, sera diffusé sur France 2. J'avais regardé l'adaptation du premier tome en n'y croyant pas du tout, mais j'ai essayé quand même. Au bout d'un quart d'heure, je n'en pouvais plus, j'ai arrêté. Donc vous dire comme c'était pas bon, parce qu'ils ont francisé les noms, ils ont transposé ça en Bretagne. Euh, le reste, ils l'ont à peu près gardé, je pense, mais ça dégage pas du tout la même chose que les romans. Si c'est pas possible. Entre la culture française et la culture britannique, il y a quand même une différence, vous pouvez pas, en fait. Et ils ont quand même adapté le deuxième film qui a reçu un prix. Et je pense que ces gens n'ont pas lu le livre à l'origine, je pense. Enfin, sur un malentendu. Ensuite, Un bon écrivain est un écrivain mort de Guillaume Chérel aux éditions Mirobol. Nous suivons une dizaine d'écrivains qui sont invités dans un monastère historique par Augustin Traquenard, voilà, qui va animer un débat littéraire. En fait, il va y avoir beaucoup de morts, voilà, on va dire ça. C'est pour ça que je le mets en thriller quand même. J'ai adoré ce livre. Déjà, alors je l'ai adoré, mais je pensais l'aimer plus que ça, honnêtement. Parce que quand vous lisez la Catherine de Couve, vous ne pouvez que rigoler. Parce que, comme vous avez entendu, Augustin Traquenard au lieu de Trapenard, vous avez Amélie Latombe au lieu d'Amélie Nothomb, et j'en passe et des meilleurs. Je vous laisserai découvrir la liste des autres auteurs, je voudrais pas vous gâcher le plaisir de ces jeux de mots. Il n'y a pas de manque de respect de la part de l'auteur pour ceux qui pourraient penser, c'est pas du tout le cas. Il a même fait un petit mot à la fin en disant que la plupart des auteurs, il les a côtoyés, il les connaît, et que si ça les a blessés, c'était pas son intention. Et au contraire, il a fait un super travail de recherche sur tous ces auteurs. Il a été rechercher des archives carrément d'interviews qui ont pu être faits. Je pense à Frédéric Beigbeder où il a ressorti certains propos qu'il a tenus que j'avais oubliés en 2016, je crois que c'était, ou 2006, je sais plus. Je crois que c'est 2016. Ouais, ça devait être 2016. En 2016, je pense qu'il avait sorti ces propos-là qui avaient choqué tout le monde et qu'on a tous très vite oublié. Hein, évidemment, parce que l'oubli est plus simple dans ces cas-là. D'ailleurs, depuis j'ai revu Beigbeder à la télé, ou voilà, je crois que c'est à la télé, et je me dis non mais maintenant j'ai tellement ça en tête que je peux plus le voir, ce monsieur. Je peux plus. Bref. Donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'il nous représente ces auteurs en se basant sur des propos tenus ou sur les romans aussi, parce qu'Amélie Nothomb par exemple, il y a un passage qu'il écrit sur Amélie Nothomb, je me dis c'est pas possible de pas écrire un truc pareil sur Amélie Nothomb, c'est pas vrai. Et en fait c'est par rapport à un de ces romans que j'ai pas lu. C'est parce que j'ai fait la recherche, je sais. Sur le coup je me dis non mais c'est pas le genre d'Amélie Nothomb. D'où l'importance de faire des recherches. Donc déjà c'est hyper intéressant à ce niveau-là, on découvre l'histoire aussi de ce monastère qui existe vraiment, j'ai appris énormément de choses là-dessus, c'était hyper intéressant, et j'ai adoré surtout ce petit huis clos meurtrier entre tous ces auteurs. Et encore le mot honte n'est pas le bon. J'ai adoré, parce qu'en fait l'auteur a écrit une comptine pour expliquer un peu tout ce qui va se passer sur la suite du roman. Cette comptine est juste merveilleuse. Et il explique pourquoi il condamne chaque auteur. Et honnêtement, mais il y a une autrice sur laquelle il s'est acharné. Je pense pas qu'il l'ait côtoyée honnêtement, celle-là pour le coup. Mais on l'a tous pensé. Sur cette autrice-là, alors on l'entend plus parler d'elle maintenant, mais à une époque, tous les ans, on la voyait. Et parce que c'est des auteurs de la rentrée littéraire. Et à chaque fois, quand je lisais les passages sur elle, parce qu'en plus on commence avec elle, je crois, de tous les auteurs qui sont présentés lors de ce débat, on commence avec elle. Je jubilais, je l'ai lu à ma mère qui a dit mais mon Dieu qu'il a raison. C'est un défouloir. En fait ce livre c'est un défouloir. En même temps il fait une super critique sur la rentrée littéraire qui met en avant toujours les mêmes auteurs et c'est toujours ces auteurs là qui vendent et au détriment d'autres auteurs qui peuvent être tout à fait, dont les livres sont très bons aussi. Je pense à Mohamed Mbogassa, ça faisait plusieurs années qu'il publiait des livres, il a fallu qu'il ait le Goncourt pour qu'on parle de lui, alors que moi qui ai lu 2 de ses livres sur les 4, je suis époustouflée par sa plume. Et je pourrais vous citer d'autres auteurs de la rentrée littéraire dont j'ai lu des bouquins qui m'ont époustouflé, on n'en a jamais entendu parler parce qu'on met toujours en avant les mêmes. J'adore cette critique-là, mais ce que j'adore, c'est la fin. La fin, il a fait une critique et on est en plein dedans. C'était déjà vrai en 2016, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Où il explique le monde éditorial qui fait le choix de vendre des livres qui sont pas forcément hyper attrayants, on va dire, en termes de qualité. Pour être élégante, on va dire ça comme ça, écrit par des gens qui sont célèbres mais qui ne sont pas faits pour écrire, grosso modo, au détriment de vrais écrivains.
En fait, c'est ça, ce livre, c'est une métaphore de la disparition de vrais auteurs pour aller vers quelque chose qui ne devrait pas être publié. Sauf que moi, j'irai plus loin dans son raisonnement qui est juste. C'est qu'en fait, on est partagé parce que ces grosses ventes permettent à des petits auteurs de qualité d'être publiés. Donc il y a tout ce balancement à faire. Et il mentionne Hanouna à la fin aussi pour montrer un peu qu'on part d'une culture qui a une certaine qualité, peu importe qu'on soit d'accord ou non avec elle, c'est pas la question, c'est la qualité. Pour aller vers quelque chose, vers ce qu'on appelle la télé-poubelle par exemple, et j'adore cette réflexion. Je vous laisse le lire parce que franchement, j'en attendais mieux, c'est vrai. Mais j'ai eu quand même des moments de jubilation et rien que pour ça, ça valait la peine de le lire. Pas seulement en termes de jeu de mots, sur la critique du milieu littéraire et du fait que de l'objet livre précieux, on est passé à l'objet commercial. Enfin, dernier livre, La leçon du mal de Yusuke Kishi. J'ai réussi à vous présenter 4 livres en si peu de temps. Je suis géniale. La leçon du mal aux éditions Belfond, qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Alors je fais gaffe parce que mon livre est totalement abîmé. J'ai remis de la colle, mais bon, voilà, je suis pas sûre que ça va tenir très très longtemps. Je sais pas si c'est parce que chez moi il a fait tellement chaud à un moment donné que du coup la colle a fondu. Je sais pas. Mais si c'est ça, c'est flippant. Ça veut dire que la colle qu'ils mettent n'est pas de bonne qualité. Je crois que c'est il y a 2 ans. Août 2022, donc même pas. Oh, pour une fois que j'ai lu un livre aussi rapidement, pour moi c'est rapide, hein, au vu de certains livres qui attendent sagement leur tour. En fait, j'avais pas l'intention de le sortir tout de suite. Je pensais attendre encore un petit peu, même s'il commençait à m'interpeller. Et en fait, lors du groupe de lecture, du club de lecture de ma libraire en septembre, deux des personnes m'ont lu. Une mère et sa fille. Et autant la fille, quand elle a dit j'ai pas aimé et tout ça, je me dis oui, mais elle a une certaine sensibilité, ce qui peut expliquer que. Autant sa mère, qui est amatrice de polar thriller, qui dit c'est malsain, c'est pervers, faut pas le lire, machin. Là, ça m'a intriguée, je me dis je l'ai quand même chez moi, ça me fait mal, je l'ai acheté en grand format, 24 € quoi. Donc elles m'ont dit le lis pas. J'ai dit non, mais au contraire. Je l'ai payé 24 € les filles. Je vais pas avoir mis autant de thunes dans un bouquin pour ne pas le lire parce qu'on m'a dit de ne pas lire. Donc au contraire, je vais le lire et je vais me faire mon propre avis. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, moi je regarderai pas la version film, j'ai juste vu la bande-annonce, j'ai cru que j'allais vomir. Parce que les japonais sont hyper bons là-dedans. Moi je suis trop sensible pour le cinéma japonais gore, voilà, on va dire gore. Ici, il est question d'un professeur, Seiji Asumi, qui est en apparence charmant, charismatique, parfait, le prof rêvé qu'on rêve tous d'avoir, sauf qu'il cache une sombre partie de lui, puisqu'en fait c'est un psychopathe. Pur et dur, en fait il a aucune notion de ce qu'est le mal, c'est le principe même du psychopathe en vrai. Donc quand vous savez ça, que vous lisez un livre, vous savez qu'il va être question d'un professeur de ce genre, un psychopathe, qui va tuer sa classe entière. Est-ce que c'est marqué en 4ème de coup? Je vérifie avant de vous dire quelque chose, parce que... non... Ouais, disons qu'il y a une traque, ils mettent le mot traque. Moi j'aurais été plus loin encore, mais... Ouais. Donc moi quand j'avais acheté, j'avais conscience, qui dit psychopathe, dit qui tue quiconque se met en travers de sa route, et que là bah, il se retrouve à devoir tuer sa classe entière, enfin devoir, il n'est pas obligé en soi, mais pour lui c'était un devoir. Je m'attends à quelque chose de sanglant, de amoral, parce que forcément les psychopathes n'ont aucune morale, je m'y attendais. Donc moi quand je l'ai commencé, qu'on me dit en plus c'est pervers, malsain, il faut pas le lire, c'est horrible, machin. Quand j'ai lu au contraire, j'ai trouvé que c'était long à démarrer. J'ai l'air pas normale en disant ça. Mais c'est vrai en fait, moi j'étais tellement prête à lire quelque chose d'horrible que je trouvais ça assez long. Et en fait, le livre est d'une cohérence absolue. Parce qu'elle m'avait dit, en plus ces deux lectrices-là m'avaient dit, en plus il n'y a aucune critique derrière. Si, il y a une véritable critique derrière. On critique le système judiciaire japonais, on critique quelque chose qui est en train d'arriver en France. C'est flippant, je sais. En France, c'est en train d'arriver. En fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, j'ai appris ça dans le livre, comme il n'y avait plus de professeurs, il n'y avait plus de personnes qui étaient formées à ce métier, en fait, celui qui se présentait
pouvaient devenir professeurs s'ils passaient les entretiens. C'est un peu ce qui se passe en France. Hein. En France, maintenant, des professeurs, ce sont des contractuels qui n'ont pas la formation. Ils sont formés un jour, voire deux, et ça s'arrête là. Le reste, tu te débrouilles. C'est un peu ça. De toute façon, selon l'éducation nationale, il y a un programme à suivre. Donc, qu'est-ce que tu vas t'embêter à former des gens? C'est un peu ça l'idée. Du coup, quand j'ai lu ça, j'avoue que ça m'a fait voir un peu par rapport à la France. Et on sent dans cet établissement, d'ailleurs, plusieurs générations. Donc, de cette génération qui n'a pas la formation, moi, cette génération qui a, elle, la formation. Et encore que pas tous, je prends l'exemple d'une amie, sa sœur vit au Japon, est mariée avec un japonais. Elle est arrivée là-bas, elle n'avait pas la formation pour être prof, elle a pu enseigner le français à des japonais. Je me dis, c'est incroyable. Et en même temps, il faut voir comment ça fonctionne là-bas. Je sais, le système scolaire japonais, je sais pas comment il fonctionne au niveau des enseignants, je sais pas. Mais là, on suit un peu tout ça, on suit justement cette évolution, on voit la différence aussi générationnelle. Avec un professeur qui est de cette génération, qui était embauché comme ça, qui est aigri et tout ce qu'on veut. Et on a ce prof charismatique, Asumi, où on voit en apparence ces profs tout le monde l'adore, sauf ce prof en question et une élève qui le sent pas. Il y a un truc qui... Son instinct il dit non, il y a un truc de faux chez lui, je peux pas, je n'y arrive pas. Jusqu'au moment où ils vont enquêter. Et c'est là l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils enquêtent. Et ça va mener justement à cette tuerie. Et on voit toute l'intelligence de Asumi en fait. Et c'est ça qui est déplorable dans ce livre, c'est que ce monsieur est d'une intelligence, mais absolue. Il a lu tous les livres de psychologie pour son dans la masse. Et à la base, il ne tue vraiment que par nécessité. Pour lui, c'est parce que telle personne est menaçante pour moi, donc je la tue. Parce que cette personne découvre son secret, évidemment. Et en même temps, on a des moments où il retombe dans son passé à dire tiens, ça m'évoque ça, et à tel moment, c'est le moment où il a commencé où sa psychopathie a commencé à s'exprimer, ce genre de choses. Donc on se rend très vite compte que lui a conscience qu'il n'est pas comme tout le monde, qu'il est dangereux, et encore que. Et en fait, entre guillemets, ça l'éclate, et lors du dernier tiers, on va dire, je crois que c'est le dernier tiers où vraiment c'est horrible. Pour moi, c'est le plus horrible, c'est le dernier tiers. Au début, on suit ça comme un film d'horreur. À un moment donné, je commence à me dire, oui, bon, l'auteur, tu peux arrêter parce que ça devient long, ça devient un peu dur. Et je commençais à saturer en termes d'horreur. Et c'est à ce moment-là où ça s'arrête. J'ai dit, le mec a dosé, en fait. L'écrivain a dosé. Alors, j'aimerais bien, par contre, qu'on me réponde parce que pour moi, il est avant tout auteur et après, il est devenu mangaka, mais apparemment, c'est l'inverse. Bref. Tout ça pour dire que moi j'ai beaucoup aimé ce roman, qu'il pose de très bonnes questions aussi sur ce que je disais. On voit un peu ce qui se passe au niveau juridique, comment la justice japonaise gère ce dossier, parce que vous savez qu'au Japon, en fait, il y a tellement peu de crimes violents que la police s'ennuie un petit peu. Et en fait, en lisant ce livre, ça m'a renvoyé, je sais pas si vous avez vu ma vidéo ou lu ma chronique sur... Tokyo Vice, ça m'a renvoyé à Tokyo Vice justement, où il parle un peu de la police, comment elle gère tout ce qui est crime et délits, qu'elle est parfois dépassée parce que justement ils sont pas habitués en fait. Et parce que c'est particulier au Japon, parce qu'au Japon il y a la corruption encore, combien même on voudrait dire que non, il y a encore la corruption. Même s'il y a un gros ménage qui est fait, les Yakuza sont toujours là, même si ça a changé, qu'il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y en a toujours. Le lien police-Yakuza, journaliste est un peu étrange, et du coup, ayant cette connaissance-là, je pense que ça m'a aidé à lire aussi ce livre, peut-être, parce que j'ai peut-être vu les subtilités qu'il y a derrière dans le texte par moments, qui sont pas explicites. Et aussi, ce qui est important, c'est que c'est pas écrit toujours. En fait, vous avez plusieurs. Comment j'allais dire point de vue, mais c'est écrit à troisième personne. C'est tout le temps écrit à troisième personne, mais vous avez plusieurs points de vue. Majoritairement, c'est du point de vue de Asumi, mais vous suivez celui de ce fameux prof que je disais, aigri, dont on découvre l'histoire qui est peu reluisante. Vous avez le point de vue de cette lycéenne, et de deux lycéennes et d'un lycéen. Il me semble que c'est ça. Pour la fin, parce qu'elles m'ont dit que la fin n'était pas... en plus, il n'y a même pas de morale à la fin, mais en même temps, dans la réalité,
dans toutes les affaires ne sont pas, les criminels ne sont pas condamnés. On l'a vu avec la Seconde Guerre mondiale, qui est un exemple plus que révélateur, mais là ici, je dirais que oui et non, parce qu'en fait, l'auteur a écrit de telle manière qu'on peut choisir, plus ou moins. Parce qu'il y a un chapitre où on ne sait pas, au niveau de la temporalité, à quel moment ça vient. Je sais pas. Moi j'ai fait le choix d'être optimiste, voilà. Mais chacun fera le sien. Bref, c'est hyper intéressant. Alors par contre, c'est vrai que si vous êtes trop sensible à l'horreur et à la violence, ne le lisez pas, franchement. Enfin, surtout quand on lit l'ouverture du livre, honnêtement, dès la première page, me dites pas qu'on rentre dans le vif du sujet, laissez-nous un peu de temps pour rentrer. Et après, je me suis dit, enfin, c'est long, c'est bon, à quel moment il va montrer son vrai visage, ce prof. J'aime bien quand les auteurs s'amusent avec son lecteur et lui fait dire là tu t'ennuies, hein, là tu t'ennuies, bah attends, ça va arriver. Et quand ça arrive, là on dit non mais en fait finalement on était bien comme on était avant. Bref, du coup c'est une super lecture, je le mets pas en coup de cœur parce que pour moi il aurait mérité un tout petit retravail peut-être, pas grand chose. En vrai ça se joue à des trucs tout bêtes, c'est que lors de la traduction, ils n'ont pas mis toujours les mots en entier. Par exemple, professeur, ils l'ont mis une ou deux fois en entier, je pense, et le reste du temps, ils ont mis prof. Ça aurait été écrit à la première personne, j'aurais pas pinaillé, mais c'est écrit à la troisième personne. Et si c'est écrit à la troisième personne, faites l'effort d'écrire le mot en entier. Après, c'est peut-être l'éditeur qui a décidé que ça n'a pas choqué, parce que au lieu de dire professeur, on dit tous prof. Faut dire ce qu'il y a en France. C'est peut-être ça qui a fait. Mais moi, dans un livre, je trouve ça hyper important de respecter un minimum des choses. Mais bon, c'est une question de point de vue. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce qu'en plus, vous avez un peu le choix en différents types de polar thriller. Vous avez du choix. Donc, Cozy Mystery, un huis clos et un thriller bien sanglant, bien violent comme il faut, avec un bon psychopathe. D'ailleurs, j'y pense, Pascal Monzi, en fait, c'est un truc qui est revenu dans les chroniques. J'étais voir un peu les avis d'autres personnes. Et j'ai lu que beaucoup ont été déçus parce qu'ils avaient vu American Psycho avant. Et apparemment, j'ai remarqué que ceux qui ont vu American Psycho et qui ont vu ça après ont été déçus. Donc si vous avez lu American Psycho, ne suivez pas la quatrième de couve qui dit « c'est un American Psycho ». Non. Déjà, culturellement parlant, il n'y a pas plus différent que les États-Unis et le Japon. Bref. Donc, maintenant j'ai vraiment fini mon avis. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous voulez ou avez lu. Il y en a une, Bookinette, je sais que tu as lu la série Les Détectives de Yorkshire, je sais pas où t'en es, mais il faudrait que je regarde. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!